Merci beaucoup de votre présence. On va donc parler de la grippe zoonotique qui sévit actuellement, du risque potentiellement pandémique qu'il peut engendrer dans les mois à venir. Je voulais introduire rapidement cette session en remerciant d'abord Christelle Migerel et Romane Potier de la Coreb pour la mise en place de cette réunion. Je voulais remercier les orateurs. On a des orateurs de très haut niveau qui vont nous permettre d'avoir une vision globale de la situation actuelle. On commencera par Béatrice Graland de l'ANSES, qui nous parlera de la partie animale. On continuera avec Sybille Bernard-Stocklin de SPF. Ensuite, on aura un topo virologique avec Bruno Lina du CNR des viroses respiratoires. Et on terminera avec les aspects cliniques et thérapeutiques et vaccinaux avec Morgane Maille de la Coreb et Brigitte Autran du COVARS. Je voulais remercier aussi vivement les modérateurs. On a la chance d'avoir un des responsables du réseau Coquelicot, dont on a fêté les 5 ans il y a quelques jours, puisqu'il est né le 25 janvier 2020, avec Guillaume Martin Blondel, qui est responsable de l'ESR REB de Toulouse, et Didier Lepelletier, président du Haut Conseil de santé publique. Et cette réunion sera ouverte par la chef du centre de crise sanitaire à la DGS, Marie Baville, qu'on remercie vivement pour sa présence parmi nous. Alors, vous savez très bien qu'il est totalement impossible de prédire les futures pandémies, surtout en ce qui concerne le risque grippal, zoonotique et pandémique. Mais on va, malgré tout, on essaye, la Coreb avec vous et d'autres, de se préparer, d'anticiper les coups et d'être le plus réactif en cas d'émergence de pandémie. Il nous a semblé extrêmement important de vous rassembler aujourd'hui, évidemment par rapport aux publications DGS Urgent et Mars de cette semaine, mais aussi dans un contexte géopolitique où on voit bien qu'il faut être d'autant plus vigilant au niveau de la veille, de la transmission de l'information, notamment par rapport à ce qui se passe outre-Atlantique. Et donc, merci à tous d'être présents. Je rappelle que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez le revoir ou transmettre le lien pour les personnes qui n'ont pas pu assister aujourd'hui. Je rappelle qu'il y aura des sessions de questions-réponses à chaque partie, épidémio, viraux, clinique et vaccinale, et vous pouvez, au fil de l'eau, poser vos questions dans le module questions et réponses et non pas dans le chat. Et je vais passer la parole à Marie Baville en vous disant qu'au-delà de la modération par Guillaume Martin Blondel et Didier Lepelletier, on aura un maître du temps et donc qui est urgentiste à la Coreb et qui sera aussi le garant de l'une de nos missions d'aujourd'hui qui est le premier recours, le soin du premier recours et avoir un propos clair pour le médecin généraliste et l'urgentiste sera le premier rempart pour la détection de la grippe zoonotique parmi la grippe saisonnière ou hors contexte saisonnier. Merci à tous et je passe la parole à Marie Baville, chef du centre de crise sanitaire à la DGS. Merci merci Marie Baville, pardon. Merci beaucoup, professeur Lescure. Merci à tous. Bonjour, donc effectivement, je suis Marie Baville, ingénieure chef du centre de crise sanitaire de la Direction générale de la santé. C'est un centre de crise qui a à la fois un volet centre opérationnel pour la gestion des alertes et des crises sanitaires, et puis à la fois un volet anticipation, préparation. Donc effectivement, le risque de grippe zoonotique est très haut dans la cartographie des risques sur lesquels nous nous préparons. C'est un des principaux et je partage totalement les premiers mots d'introduction qui viennent d'être présentés. Je n'y reviens pas et je vais juste prendre quelques instants pour vous indiquer sur quoi on travaille, nous, au niveau du ministère de la Santé. Donc, pour faire face à cette circulation du virus H5N1 et donc, du coup, sa possible transmission à l'humain, de longue date, on a travaillé sur des plans qu'on appelait jusque-là pandémie grippale. Ils évoluent progressivement. La réponse, la préparation de la
de la réponse s'adapte à la situation et aux risques auxquels on fait face. Et aujourd'hui, cette préparation s'inscrit pleinement dans la dynamique Une seule santé, en s'appuyant sur des expertises diverses, l'ANSES, le Conseil de la santé publique, la HAS, voilà, et d'autres comme Santé publique France aussi. Et avec l'ensemble de ces éléments d'expertise, on construit et on met à jour régulièrement des mesures qui sont donc concertées dans différents domaines pour nous permettre de nous préparer au risque, à un éventuel risque pandémique. Alors, il y a beaucoup d'actions en vue de faire de la prévention avec de la diffusion à niveau local de documents d'information. Récemment, on a mis en place des recommandations de vaccination contre la grippe saisonnière des professionnels de santé, par exemple. Dans le domaine de la surveillance, des actions qui sont mises à jour régulièrement, et je ne rentre pas dans le détail parce que c'est ce qui sera présenté un petit peu plus tard. Et on travaille aussi, et ça de longue date, pour avoir une capacité de réponse en matière de contre-mesures pharmaceutiques et non pharmaceutiques, parfois en coopération d'ailleurs avec l'Union européenne. Et nous avons dans ce cadre un stock de vaccins pré-pandémiques, nous avons des réservations de vaccins pandémiques, enfin des réservations de capacité de production. Nous disposons aussi de stocks d'équipements de protection individuelle, et je pense aux masques en particulier, et enfin d'un stock d'antiviraux. Tout cela étant opéré par Santé publique France, qui est notre opérateur en matière de stock stratégique. Et puis, il y a un axe vraiment très important en termes de sensibilisation, en termes, pardon, de préparation, c'est la sensibilisation et l'information à la fois du public, de l'ensemble des professionnels susceptibles d'intervenir, du public, par exemple, puisque encore hier, le directeur général de la santé, la directrice générale de l'alimentation avec l'ANSES et Santé publique France ont fait un brief presse et ont envoyé un communiqué pour expliquer ce qu'est la grippe zoonotique au grand public. Et bien sûr, de notre côté, nous avons aussi fait passer une mise à jour des consignes, des évolutions des conduites à tenir par le biais d'un DGS urgent et d'un MARS. Donc, ce sont nos messages opérationnels qui nous permettent d'envoyer largement aux professionnels de terrain que vous êtes pour la plupart, voilà, qui vous permet de vous tenir au courant des dernières recommandations qui ont été faites par les experts en termes de conduite à tenir. Donc, juste pour conclure cette introduction, redire que le lien entre les acteurs de santé animale et santé humaine sont étroits, doivent évidemment continuer à l'être dans ce domaine. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, remercier très chaleureusement l'ACOREB pour l'organisation de ce webinaire en partenariat avec le réseau Coquelicot, et puis aussi pour la mise à jour et l'élaboration des fiches qui permettent de donner des indications quant à la prise en charge de la grippe zoonotique, et avec des indications qui sont à destination des professionnels de premier recours. Donc c'est bien grâce à votre mobilisation et votre vigilance que nous pourrons identifier les émergences. C'est notre objectif premier. Pour pouvoir agir rapidement, il faut pouvoir détecter les émergences et bien sûr prendre en charge de manière adaptée les patients concernés, et puis en conséquence réduire le risque de diffusion des grippes zoonotiques si on devait voir apparaître un risque de transmission. Donc merci encore, et puis merci beaucoup bien sûr aux différents intervenants, et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci beaucoup, Marie. Je vais rapidement passer la parole aux modérateurs, Didier Lepelletier et Guillaume Martin-Blondel. Et vous avez bien compris qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est un, de comprendre, et deux, de savoir chercher l'aiguille dans la botte de foin parmi tous les syndromes respiratoires aigus et détecter les premiers cas de potentielle grippe zoonotique. Merci beaucoup, Marie, et je passe le relais à Guillaume et à Didier. Merci. Bonjour à tous. Du coup, sans plus de transition, on va passer la parole à Béatrice Graland de l'ANSES sur un topo sur l'épidémiologie, le risque de franchissement de barrières d'espèces et la vaccination animale. Merci beaucoup, Béatrice. Bonjour à tous. En fait, là, je vais vraiment tout de suite focaliser, vu le sujet, sur les virus influenza porc et un seul virus influenza aviaire, qui est H5N1
hautement pathogènes vis-à-vis des problématiques qui sont évoquées. Et donc, juste pour vous dire que moi, je suis responsable du laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire et Gaëlle Simon pour le LNR pour l'influenza porcin. Et nous sommes situés à l'ANSES, au laboratoire de Ploufragan-Plouzanémie. Diapo suivante. Je vais juste vous présenter quelques généralités sur la grippe et les virus influenza A. Tous les virus influenza A sont classifiés selon le sous-type de leur hémagglutinine, leur H. Chez les oiseaux, tous les sous-types H1 à H16 sont présents. Et pour la neuraminidase, le N, du coup, la plupart aussi sont présentes chez les oiseaux. Leur génome des virus influenza A ont des génomes segmentés avec 8 segments ARN et ces virus infectent un large spectre d'hôtes et ont deux possibilités d'évolution, soit par dérivance digénique avec des mutations ponctuelles au fur et à mesure des passages et souvent au niveau des protéines de surface, mais pas que, et autrement, grâce à leur génome segmenté, s'il y a une co-infection au niveau d'une cellule d'un même hôte, il peut y avoir des réassortiments avec des échanges de segments et la production de nouveaux virus avec des segments complètement changés. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Sur la transmission de ces virus entre les espèces, donc le réservoir de presque tous les virus influenza A sont les oiseaux aquatiques, plutôt anatidés, canards, oies, et laridés, mouettes, goélands, avec presque tous les sous-types de HA et de NA qui sont présents. Ces virus circulent au sein de ces populations et peuvent être échangés avec plein d'autres espèces, notamment les volailles domestiques. Alors, pas pour tous les sous-types, mais la plupart des sous-types peuvent passer aux volailles. Et pour certains sous-types, peuvent infecter l'homme, les porcs, mais aussi les mammifères aquatiques et bien d'autres animaux, comme aussi des animaux domestiques, félidés, canidés, et dernièrement aussi les vaches. Donc ces virus circulent ensuite aussi, une fois qu'ils ont franchi les barrières d'espèces, ensuite s'adaptent à leur hôte, comme les virus influenza porcins, avec des sous-types qui restent seulement dans ces hôtes-là. Donc si on part pour les porcs, on a la circulation de H1N1, H1N2 et H3N2. Et pour l'homme, c'est la même chose, avec des sous-types qui deviennent ensuite endémiques, on va dire, aux humains, avec H1N1, H3N2. Donc, ce qu'on peut noter quand même, c'est que tous les virus influenza porcs peuvent infecter l'homme. Donc ça, c'est différent de la situation avec les virus influenza qui circulent chez les oiseaux, où seulement certains virus, certains sous-types peuvent être transmis aux mammifères et par transmission par contact étroit sans protection et peuvent entraîner une mortalité qui peut être élevée. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que justement, les pandémies de grippe chez l'homme ont souvent eu une origine aviaire et porcine. Et donc, on le voit ici avec les origines des virus qui ont été détectés au fil des pandémies chez l'homme. Donc, avec une origine aviaire pour la pandémie de 1918, avec le H1N1, qui est avec une hypothèse de transmission directe à l'homme. En 1957, c'est un virus H2N2 avec l'origine aviaire de l'hémagglutinine et de la neuraminidase d'un virus qui circulait chez les oiseaux. Ensuite, le H3N2 a aussi récupéré une hémagglutinine qui venait d'un virus aviaire de sous-type H3. Et enfin, le virus pandémique de 2009, H1N1, qui était un réassortant, triple réassortant entre un virus humain, un virus aviaire et un virus porcin. Diapo suivante, s'il vous plaît. Sur les influenza porcs, juste rapidement, c'est pour vous dire que deux sous-types majoritaires H3 et H1 circulent. Ce qu'on peut voir ici, c'est que le H3 est disparate et vraiment un peu spécifique à chaque continent. On voit que même au niveau européen, en H3, la situation épidémiologique est un peu différente. Notamment en France, on n'a pas de détection de sous-type H3, ce qui est un petit peu particulier par rapport aux pays limitrophes comme l'Espagne ou en Europe du Nord. Et diapo suivante, sur le sous-type H1,
donc plus disparates aussi, avec aussi une différence entre les continents américains, par exemple, et les continents européens, où on voit quand même différents clades et trois sous-types, en tout cas au sein du sous-type H1, trois virus différents. Le H1 d'origine pandémique, hein, qui est passé de l'homme au porc et qui maintenant circule chez le porc et se diversifie. Donc vous pouvez le voir avec les différentes couleurs bleues sur la droite. Le H1 humain, d'origine humaine, qui est passé aussi de l'homme et qui est plus ancien chez le porc et qui se diversifie aussi chez les porcs. Et enfin, les H1 d'origine aviaire, là, qui viennent de tout ce qui circule chez les oiseaux en H1, et pareil, qui se diversifie au fur et à mesure chez le porc. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, si on fait un focus sur la situation des virus influenza porcins en France, ce qu'on peut voir. Ah, excusez-moi, je vois que la légende est partie. En tout cas, on a un sous-type qui est apparu en 2020, qui est un sous-type H1N2 d'origine aviaire, qui est en fait probablement a été introduit en direct, enfin, du pays de Danemark, et qui ensuite après a largement diffusé, d'abord en partant de la Bretagne, puis après dans le Grand Ouest. Et on voit que ça devient le sous-type majoritaire parmi tous les virus influenza porcins détectés en France, et qui prend même la place du H1 avian-like N1. Et on a eu un cas humain avec ce virus H1 avian N2-E en France en 2022. Et ce virus circule aussi chez les dindes sur les mêmes zones. Donc, en programme de vaccination chez les porcs, ils sont différents entre les pays, avec une vaccination qui est souvent limitée plutôt aux populations de reproducteurs, plutôt les truies, avec deux vaccins principaux qui sont disponibles en Europe. Alors, un vaccin trivalent qui a la valence H3N2, H1 avian-like et H1 human-like, et un monovalent avec au moins une souche pandémique. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, selon l'épidémiologie dans chaque pays, il y aurait quand même nécessité de faire évoluer ces vaccins par rapport aux souches virales qui circulent, puisqu'il n'y a pas forcément de réaction croisée entre tous ces sous-types. Diapo suivante. Je fais le focus là préférentiellement sur les virus influenza aviaire maintenant. Alors là, très global, c'est pour vous dire que c'est une maladie qui est causée par différents virus influenza aviaire. Il y a deux phénotypes différents pour les sous-types H5 et H7, uniquement chez les volailles, qu'on appelle des faiblement pathogènes, où on n'a presque pas de signes cliniques et qui peut aller jusque de la mortalité très élevée, avec presque plus de 90% de mortalité sur les virus H5 ou H7 hautement pathogènes pour les volailles. On différencie ces différents, entre le faiblement pathogène et hautement pathogène vis-à-vis de la dissémination dans les organes, avec une diffusion systémique dans l'organisme de l'oiseau pour les hautement pathogènes, et on peut les différencier surtout avec un site de clivage polybasique sur la HA pour les hautement pathogènes. Donc ces virus, diapo suivante s'il vous plaît, sont transmis par voie directe ou indirecte, et les H5 et H7 hautement pathogènes sont très surveillés puisqu'on a un potentiel zoonotique beaucoup plus important. Donc là, c'est la situation mondiale des virus influenza zoonotiques, aviaire, zoonotique. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a plein de sous-types, particulièrement H5 quand même et H7, soit hautement pathogènes, soit faiblement pathogènes, mais ça, c'est bien pour les oiseaux, pas pour l'homme. Tous ces virus sont zoonotiques. Et on voit qu'on a une prédominance, bien sûr, du H5N1 hautement pathogène d'une lignée particulière, du clade 234-4B de la lignée Goose-Guangdong, et qui a diffusé au niveau de tous les continents. Et donc là, ce sont les détections sur l'année 2020, depuis octobre 2024. Donc il est toujours présent et a diffusé depuis 2021 en Amérique, à partir de l'Europe, et s'est propagé jusqu'à l'Antarctique et donc infecte les oiseaux, bien sûr. Et juste diapo suivante, s'il vous plaît. Mais aussi a été détecté de nombreuses fois chez des mammifères, ce virus-là. Donc là, j'ai mis plus de 50 espèces, mais maintenant on est presque arrivé à plus de 60.
soit de mammifères marins, soit de mammifères terrestres, qui ont été détectés positifs avec cette influenza aviaire hautement pathogène des oiseaux H5N1. Donc, les mammifères sauvages principalement impactés sont les faucidés, les félidés, les mustélidés, les canidés. Et au niveau des mammifères domestiques, des visons ont été observés, renards aussi en élevage. Et depuis mars 2024, aux USA, ce sont aussi les vaches laitières qui sont affectées. On a sur les petits spots rouges que vous voyez sur les étoiles rouges, ce sont des mortalités massives d'otaries ou d'éléphants de mer qui ont pu être constatées. Et surtout en Amérique du Sud, en 2023, avec des mortalités avec avec des milliers d'animaux qui sont morts. Et actuellement, dans les îles, les terres australes françaises, on a eu des mortalités d'éléphants de mer également, de manière très importante. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc là, c'est un focus sur la situation aux États-Unis, sur les bovins et humains. Donc depuis le mars 2024, où il y a eu détection d'un premier foyer d'influenza aviaire, mais détecté chez des vaches laitières aux États-Unis. Donc c'est le même virus H5N1 hautement pathogène. Depuis mars 2024, c'était au Texas. Le virus a largement diffusé au sein de ces troupeaux. Maintenant, il y a 957 foyers de vaches laitières détectés positifs dans plus de 16 États. La Californie étant le plus touché depuis le mois de septembre. Et c'est en effet l'État américain qui est le plus grand producteur de lait. Un seul génotype avait été seulement détecté jusqu'à fin janvier de cette année, avec un seul événement de franchissement de barrière d'espèces de ce virus. Donc, avec au tout début, dès le début, un cas humain qui était aussi associé avec les premières détections aussi en élevage laitier. Mais depuis hier, il y a eu une annonce d'un nouveau franchissement de barrière d'espèces des oiseaux vers les bovins, avec le génotype qui est le plus majoritaire chez les volailles et chez les oiseaux sauvages aux États-Unis, c'est le génotype D11. C'est dans ces élevages laitiers, mais pas uniquement non plus. Il y a eu beaucoup de cas de chats domestiques rapportés. On en a eu aussi en France, notamment, en lien avec des foyers en élevage de canards. Mais aux États-Unis, c'est plutôt des cas de chats domestiques qui sont liés à la consommation d'aliments contaminés, comme du lait, où le virus est présent dans des quantités très très élevées, ou alors consommation d'abats potentiels de volailles contaminées. Et on a des cas humains qui sont associés aussi dans les élevages laitiers. Donc, si vous faites juste pour la suite, parce qu'il me manque juste la fin de la diapo. Donc là, ce qu'on voit, ce sont principalement des conjonctivites et des signes respiratoires qui sont pas forcément très marqués, mais il y a quand même eu quelques cas graves quand même associés avec ces virus influenza aviaire. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, concernant la vaccination contre l'IAHP H5N1, donc elle est obligatoire en France. Donc on est on est le seul pays en Europe à faire cette vaccination. Il y a quelques autres pays qui vaccinent également contre l'IAHP. Donc nous, c'est en élevage de canards. Donc depuis octobre 2023, c'est une vaccination préventive pour tous les élevages de plus de 250 canards en France métropolitaine. Donc elle dure toute l'année. Il y a deux types de vaccins qui sont utilisés, un vaccin sous-unitaire et un vaccin ARN, donc avec des protocoles différents d'application. Lié à cette vaccination, il y a une surveillance renforcée très très importante qui est obligatoire aussi, avec sur une année plus de 850 000 analyses PCR effectuées pour vérifier qu'il n'y a pas de virus influenza aviaire hautement pathogène qui circule dans ces élevages vaccinés. Ce qu'on peut constater, c'est que presque la totalité de la population de canards, donc 61 millions de canards, ont été vaccinés effectivement sur l'année 2023-2024, avec presque 2300 établissements différents en France. Et que cette vaccination a porté ses fruits, puisqu'on est arrivé à seulement 10 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène entre octobre 2023 et juillet 2024, alors que les années précédentes, on avait environ 500 foyers chaque année, avec un pic en 2021-2022 à 1500 foyers d'IAHP en France. Et
Actuellement, depuis août, on a eu 15 foyers d'IAHP en élevage, mais seulement 5 en élevage de canards vaccinés et 4 en basse-cour. Diapo suivante. Donc, en termes de recommandations et de prévention, le risque est considéré faible pour le public encore par l'OMS et l'Organisation mondiale de la santé animale et l'OFLO, faible à modéré pour les personnes qui sont exposées aux niveau infectés par l'IAHP H5N1, hein, je parle bien pour celui-là seulement. Donc, en termes de recommandations, c'est d'améliorer et de renforcer la surveillance chez les mammifères sauvages domestiques, mais aussi chez les humains exposés, de partager ces données, de renforcer les capacités des laboratoires dans le monde entier, puisqu'on voit qu'il y a quand même des zones, notamment en Afrique, où il n'y a pas forcément de réseau de capacité de laboratoire importante, avec un défaut des fois de remontée en termes de surveillance. Communiquer, sensibiliser le public et de dire qu'il faut absolument éviter tout contact avec les animaux malades ou infectés, que ce soit les oiseaux ou les porcs. Et aussi aux États-Unis actuellement, la consigne de ne pas boire de lait cru, puisque le virus peut être présent en très très forte quantité. Recommandation aussi du Conseil de la santé publique, mais je pense que ça va être abordé après pour utiliser la vaccination humaine contre la grippe saisonnière, mais pour éviter les nouveaux réassortiments. Donc ça, c'est appliqué en France. Et pour la suite, s'il vous plaît, c'est d'utiliser forcément des équipements de protection individuelle pour les personnes qui sont en contact avec des animaux infectés. Donc, de lutter contre ces maladies, mais dans les élevages directement, au niveau des élevages de volailles, des élevages de porcs aussi, en améliorant la biosécurité, d'utiliser la vaccination aussi pour diminuer la diffusion. La vaccination des vaches laitières est à l'étude actuellement aux États-Unis et possibilité d'utiliser certains antiviraux pour traiter les cas humains, bien sûr. Je vous remercie si vous avez des questions pour la suite. Après la partie de Santé publique France, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Merci encore pour la Coreb d'organiser ce webinaire et pour l'invitation à présenter. Donc moi, je m'appelle Sybille Bernard-Seclin, je travaille à Santé publique France à la direction des maladies infectieuses au sein d'une équipe en charge de la surveillance de la grippe zoonotique. Et donc, je vais faire un petit point sur les modalités de surveillance au niveau international et en France. Donc, d'abord, un point de situation sur les grippes zoonotiques dans le monde. En premier lieu, la grippe aviaire, c'est-à-dire on parle de grippe aviaire quand le virus influenza aviaire se transmet à l'homme et donc généralement crée un syndrome grippal. Donc les deux virus dans l'histoire récente qui ont causé le plus de cas humains sont donc deux virus hautement pathogènes, H5N1 depuis le début des années 2000 et puis H7N9 sous la forme de 5 vagues hivernales localisées en Chine au cours des années 2010 et H7N9 faiblement et hautement pathogènes qui ont causé le plus de cas humains recensés dans le monde à ce jour, avec plus de 1500 cas, mais ces cas ne sont plus détectés depuis à peu près 7 ans, suite à une campagne de vaccination massive des volailles chinoises contre le virus H7N9. Et pour H5N1, on en recense plus de 960 depuis les années 2000. Dans un grand nombre de pays, initialement plutôt localisés en Asie et en Afrique, et avec un pic plutôt dans les années 2010 et depuis plusieurs années, avant l'émergence du virus dont a parlé Béatrice tout à l'heure, on était vraiment dans une situation où on avait très peu de cas. On le voit sur le graphique tout à droite, la situation change depuis quelques temps, mais on reste quand même très en deçà du nombre de cas de grippe aviaire qu'on peut recenser dans le monde, qu'on a pu connaître dans les années 2010. Diapo d'après, s'il vous plaît. Donc ça, c'est un focus sur les cas H5N1. Donc depuis 97 et son émergence à Hong Kong, on voit bien donc c'est le nombre annuel de cas de grippe aviaire confirmés H5N1. Avec les couleurs, c'est les différents pays. On voit que 2024 se démarque nettement de la tendance qui était observée depuis la fin des années 2010, avec 80 cas recensés en 2024. Mais aussi par la couleur, puisque ce n'est pas du tout dans les mêmes zones géographiques que ça se passe. Diapo d'après, s'il vous plaît.
Donc on fait le point, le focus sur la période depuis 2019. C'est vraiment en 2024 qu'on a cette augmentation des cas. Et cette augmentation des cas, elle est portée par les États-Unis dans la grande majorité des cas et également par certains pays d'Asie du Sud-Est, donc principalement le Cambodge. Donc sur ces 80 cas, on en a 67 qui ont été recensés aux États-Unis, dont un décès. 10 au Cambodge, dont 2 décès, 1 au Canada, 1 au Vietnam, 1 en Inde. Et puis en janvier 2025, non, diapo d'avant, encore avant. En 2025, on a déjà 2 cas recensés, un au Cambodge mortel et puis un au Royaume-Uni qui apparaît pas sur le graphique parce qu'il est antérieur à la notification qui date de fin janvier, qui est donc un cas qui a présenté une irritation oculaire et des symptômes respiratoires légers. Et parmi ces cas H5N1, il y a différents virus concernés. Donc on parle notamment de CLAD pour l'hémagglutinine, le CLAD 2.3.4.4b dont a parlé Béatrice, donc aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, un réassortant qui a émergé a priori fin 2023 entre le CLAD endémique en Asie du Sud-Est, le 2.3.2.1c, et le CLAD 2.3.4.4b qui a donné ses gènes internes à ce CLAD endémique. Donc il est responsable de cette recrudescence des cas au Cambodge, au Vietnam, depuis fin 2023. Et puis le vieux CLAD endémique en Inde, le 2.3.2.1a. Diapo d'après. Donc en Amérique du Nord, qui est le lieu que tout le monde regarde aujourd'hui en lien avec ce virus, on recense donc 68 cas au total, 67 aux États-Unis depuis 2024, 1 au Canada. Donc aux États-Unis, pour revenir sur ce qui a été décrit par Béatrice, donc on a différents profils de cas. On en a une majorité qui a été exposée à des vaches laitières, mais on en a plus d'une vingtaine exposées à des volailles, et 3 cas pour lesquels on ne connaît pas l'exposition, un cas dans le Missouri et 2 enfants en Californie tout récemment. Donc ces cas, ils ont été détectés grâce à la surveillance de la grippe saisonnière américaine qui est basée sur un recours au sous-typage le plus systématique possible. Ensuite, à noter, donc, comme l'a dit Béatrice, que tous ces cas, ils étaient dans leur grande majorité bénins, présentant une conjonctivite, parfois des symptômes respiratoires légers, mais qu'on peut quand même recenser aux États-Unis 2 cas sévères. Un dans le Missouri, mais chez quelqu'un qui avait quand même des comorbidités, qui a été hospitalisé, c'est comme ça qu'il a été détecté. Et puis un en Louisiane qui est décédé et qui avait été exposé à des volailles. Contrairement au cas missourien, pour lequel on n'a pas d'exposition connue. Et puis le cas grave au Canada, c'est un cas qui chez une adolescente avec comorbidité, qui n'a pas d'exposition avérée à des animaux infectés, et qui a été hospitalisée en réanimation pendant plusieurs semaines. Et dans ces cas, tous ces cas en Amérique du Nord, il faut savoir qu'ils sont donc tous dus au virus H5N1 du clade 2.4.4b, mais que ce virus, il se diversifie partout où il circule et qu'il y a plusieurs génotypes en cause. Le génotype B3.13 qui circule chez les vaches laitières depuis le printemps 2024. Le génotype D1 qui a été introduit pour la première fois tout récemment dans le Nevada chez les vaches laitières, mais qui circule surtout dans la vie faune sauvage et les volailles domestiques, et qui est en cause dans des cas graves, mais aussi des cas bénins. Et puis il y a 4 cas pour lesquels on n'a pas l'information. Diapo suivante. Les Américains ont aussi réalisé plusieurs enquêtes de séroprévalence, dont une chez une centaine de personnes qui travaillaient dans des fermes de vaches laitières infectées par B3.13. Parmi les 115 personnes qui ont été étudiées, 8 avaient séroconverti pour H5, mais la moitié d'entre eux ne se rappelaient pas avoir eu des symptômes au moment de l'infection des vaches, qui témoignait quelque chose qui était déjà décrit, mais pas vraiment démontré au cours des cas précédents liés à ce virus, qu'on peut être infecté par ce virus, séroconvertir sans avoir de symptômes, ou en tout cas des symptômes tellement légers qu'on ne s'en rend pas compte. Une autre enquête a été réalisée autour du cas confirmé dans le Missouri, parce qu'il a eu beaucoup de contacts hospitaliers non protégés. Et ces enquêtes sérologiques ont montré qu'il y a une personne qui vit avec ce cas confirmé, qui a développé des symptômes en même temps que lui, mais qui n'avait pas été testé en PCR, qui avait séroconverti, donc suggérant une contamination commune. Prochaine diapo. Donc, juste pour rappeler qu'il y a d'autres sous-types aviaires qui causent des cas humains, y compris actuellement. Les 2 principaux, c'est H5N6 hautement pathogène, principalement en Chine, dont les plus récents appartiennent au clade 2.3.4.4b. Et puis le virus H9N2 qui circule très très intensément dans un grand nombre de pays dans le monde, particulièrement en Asie et en Afrique, qui est faiblement pathogène et qui a
à l'origine de plus de 140 cas depuis 98, mais un certain nombre depuis 2021, et qui se distingue des autres par le fait il infecte essentiellement des jeunes enfants et avec une symptomatologie bénigne et un taux de mortalité très, très, très nettement inférieur à ceux des autres virus hautement pathogènes. Et on a eu d'autres virus qui ont été récemment détectés pour la première fois, H10N3, H3N8, H10N5 et H5N2. Donc tout ça pour dire qu'il y a une grande diversité de virus aviaires, plus d'une dizaine, capables de causer des cas et que ça ne se passe pas que avec le H5N1 de 4-4B. Prochaine diapo. Un focus très rapide sur la grippe d'origine porcine. Donc le graphique n'est pas à jour parce que j'ai pas sa mise à jour à disposition. Il montre le nombre de cas de grippe zoonotique par sous-type notifiés par mois à l'OMS entre 2018 et mars 2023. Ça n'a pas changé drastiquement pour la grippe porcine depuis. Donc les cas de grippe porcine, c'est ceux qui sont en vert. Et donc sur cette période-là, on recensait plus de 70 cas. Là, on a dépassé les 80 cas depuis 2018, avec les 3 sous-types en cause dans les cas humains, H1N1, H1N2 et H3N2, dont plus de 55, dont 55 aux États-Unis et donc 1 en France en 2021. Ces cas de grippe porcine sont quasi systématiquement bénins, indistinguables d'une grippe saisonnière classique. Et on a eu plusieurs cas récemment aux États-Unis ou même en Europe pour lesquels on a détecté ces cas grâce à la surveillance et le sous-typage, mais qui n'avaient pas recensé d'exposition à des porcs. Diapo d'après. Donc, tous ces virus, ils se caractérisent par le fait qu'ils sont adaptés aux oiseaux, aux porcs, pas à l'être humain aujourd'hui. On n'a jamais décrit on n'a pas décrit de transmission interhumaine autour des cas de grippe zoonotique récents. Et donc, comme le disait Béatrice, l'analyse de risque pour la santé humaine que les organisations internationales font est faible pour la population générale, faible à modérée pour les personnes exposées à ces virus. Néanmoins, au vu de tout ce qu'on vient de dire, les experts internationaux considèrent que la situation internationale est très préoccupante, très évolutive, notamment aux États-Unis, et c'est la raison pour laquelle elle recommande tous les États membres à renforcer à la fois la prévention et les dispositifs de surveillance. Donc, à l'interface animal-homme, l'OMS, le CDC recommandent qu'à minimum toutes les personnes exposées à des foyers d'IAHP ou d'influenza porcin soient monitorées activement et, si possible, dépistées au moins quand ils ont des symptômes. Mais également, plus largement, on recommande de recourir au sous-typage, notamment dans les hôpitaux, notamment pour les formes les plus graves, mais aussi grâce à des surveillances de systèmes sentinelles, comme il peut y en exister en France, afin de pouvoir détecter des grippes d'origine animale sans exposition à risque, puisque régulièrement on en détecte un peu partout dans le monde, ou qui seraient importées de l'étranger, notamment des États-Unis. Diapo d'après. Donc je ne reviens pas, c'est les différents documents qui sont sortis, Béatrice l'a mentionné, il y en a tout un tas qui sont parus depuis 2023. Diapo d'après. Donc en France, on a une surveillance depuis les années 2000, qui repose en fait sur une surveillance qu'on qualifie de passive, c'est-à-dire qu'on compte sur les professionnels de santé qui suspectent une grippe d'origine animale, de le notifier aux autorités sanitaires afin qu'on puisse mettre en œuvre un diagnostic par le Centre national de référence et des investigations épidémiologiques autour des cas. Cette conduite à tenir, cette surveillance, elle repose sur une définition de cas et une conduite à tenir qui a été retravaillée depuis 2 ans à Santé publique France, mais avec la Direction générale de la santé, le Centre national de référence, la COREB, et évidemment l'ANSES pour les aspects exposition aux animaux, pour l'opérationnaliser, la faire mieux coller avec ce qu'on sait des cas de grippe zoonotique aujourd'hui dans le monde et que je vous ai présenté, mais également pour la rendre plus facile à comprendre et plus opérationnelle. Donc elle repose sur quelque chose d'assez simple. Quand on a une exposition à risque et qu'on développe des symptômes dans les 10 jours qui suivent, et ces symptômes, en fait, ils peuvent être tout à fait bénins, puisqu'on le voit bien dans les cas de grippe porcine ou les cas les plus récents d'H5N1. Et ben, il faut aller consulter son médecin au plus vite, et ce médecin, donc conformément à la conduite à tenir, s'il considère que la personne correspond à un cas possible, doit lui prescrire un test PCR avec un sous-typage. On peut avoir des manifestations cliniques atypiques, mais je n'y reviens pas là. Diapo d'après. Donc cette définition, une fois que le test avec sous-typage est prescrit, le médecin est censé remplir une fiche de renseignement. La personne peut se rendre en labo si c'est une forme bénigne pour se faire prélever, ou c'est transmis à l'hôpital si la personne est hospitalisée. Et diapo d'après. En fonction du résultat du test, on va pouvoir exclure ou considérer que la personne est un cas probable. Diapo d'après, s'il vous plaît.
Donc là, c'est en fait un cas probable de grippe d'origine animale. C'est une personne pour laquelle on a détecté un virus de type A, mais qui est négatif pour les 2 sous-types saisonniers. Et cette classification en cas probable doit déclencher l'envoi des prélèvements au CNR. Diapo d'après, il y a des cas particuliers, mais je n'ai pas le temps de rentrer dedans. Donc, c'est quoi un cas probable? C'est quelqu'un qui a à la fois une clinique, une exposition et un critère virologique. Dans certains cas, on l'a bien vu, il y a des gens qui peuvent avoir être infectés sans avoir d'exposition avérée. On veut être en capacité d'en détecter au moins les formes les plus graves. Et c'est pour ça qu'on peut ne garder que le critère clinique, un symptôme, une IRA grave, et un critère virologique, une grippe A positive, un sous-typage négatif. Et puis, comme on a une surveillance active des personnes qui sont asymptomatiques mais qui ont été exposées à des foyers d'IAHP, ça s'appelle SAGA, on peut aussi avoir un cas probable qui est un critère épidémiologique et un critère virologique. Diapo d'après. Dès lors que la personne est classée en cas probable, le clinicien doit notifier l'agence régionale de santé et conjointement avec Santé publique France, un infectiologue référent si besoin, le classement en cas probable est validé. Dès lors, le prélèvement est envoyé au CNR. Le patient est informé qu'il doit limiter ses contacts, mettre en œuvre les mesures barrières. Il y a un questionnaire qui est rempli par l'ARS et Santé publique France. Et c'est vraiment seulement s'il y a des éléments très alarmants autour de ce patient, d'autres cas confirmés, etc., qu'on va décider de l'isoler ou de contacter les personnes contacts et exposées dès le classement en cas probable. Diapo d'après. Donc la confirmation du diagnostic aujourd'hui ne peut se faire que par le Centre national de référence. Diapo d'après. Et dès lors que ce cas est confirmé, bon, il y a un isolement du patient, au minimum pendant 10 jours, un autre questionnaire qui est rempli, du contact tracing évidemment, l'identification des personnes co-exposées qui sont informées et suivies. Et puis, évidemment, comme c'est des événements rares qui ne se sont pas produits pour la grippe aviaire en France, une seule fois pour la grippe porcine, et que tout évolue très vite sur ces virus, on considère qu'il faut quand même être assez agile sur les décisions de prise en charge du cas et de ses contacts, et qu'il y a de toute manière une concertation qui se fait au cas par cas pour chaque cas confirmé. C'est une maladie pour laquelle le règlement sanitaire international exige qu'on informe le CDC et l'OMS des cas avec une description des cas. Donc ça, on le fait, c'est Santé publique France qui est en charge de ça. Diapo d'après. Et évidemment, tout ça, ça ne fonctionne que si les gens qui sont exposés sont conscients du risque qu'ils encourent vis-à-vis de ces virus, monitorent leur état de santé, vont voir leur médecin quand ils ont des symptômes, mentionnent l'exposition, que les médecins, que ce soit les médecins hospitaliers ou les médecins de première ligne, pensent à une grippe zoonotique et à prescrire le bon test, et qu'ensuite le test soit bien interprété. Donc il y a beaucoup de chemin à faire à toutes ces étapes pour que ça fonctionne. Ça fait donc plusieurs années qu'on travaille dessus en lien avec la Coreb et la DGS. On a notamment diffusé cette plaquette, y compris aux gens qui sont exposés à des foyers d'IHP, mais aussi dans le réseau des chasseurs, les gens qui travaillent en élevage de porcs, etc. Et puis tout l'important, c'est d'informer les cliniciens, et c'est aussi pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Diapo d'après. Donc on a cette surveillance passive qui est basée sur avant tout une exposition à risque, mais comme je le disais, on nous encourage fortement à renforcer le sous-typage des grippes A à l'hôpital, vraiment de manière principalement en réa. Il faut quand même savoir aujourd'hui que les données du réseau rénal coordonné par le CNR indiquent que 80% des grippes A vues à l'hôpital ne sont pas sous-typées. Donc difficile de capter des cas qui ne rapporteraient pas une exposition, et sur lequel voilà, l'objectif, c'est d'essayer de renforcer ça. Et puis je ne reviens pas dans le détail du protocole SAGA, mais pour dire qu'il est encore en cours et qu'on travaille avec nos partenaires dans une approche One Health pour l'optimiser et l'étendre à terme à tout le territoire. Merci beaucoup. Diapo d'après, c'est des remerciements. Modérateurs, s'ils ont essayer de gagner du temps sur les questions. Oui, parce que du coup, on a pris un peu de retard et je vois que dans les questions, il y en a 6. Peut-être qu'on peut commencer à les lister et puis vous nous direz pour le timing. Et peut-être qu'il y a certaines questions qui vont s'adresser surtout au topo d'après, notamment pour les questions opérationnelles, j'allais dire. Euh, et peut-être que pour le côté viraux ou transmission, il y a une question sur la contamination par voie alimentaire versus la contamination par voie respiratoire. Qu'est-ce qui est connu comme preuve, Béatrice, par exemple, par rapport à la transmission alimentaire via le lait cru ou les viscères? Pour le H5N1, en fait, ce qui a été démontré, c'est que pour
chez l'homme, c'est une contamination par voie respiratoire, mais on ne peut pas exclure quand même la contamination par voie alimentaire, parce que ça peut aussi se transmettre pour le côté aussi exposition des voies aériennes, hein, notamment. Mais il y a eu juste aux États-Unis, finalement, ils ne l'ont pas classé comme vraie infection, mais il y avait un cas humain où il y avait eu détection dans un laboratoire de proximité pour un enfant qui avait bu du lait cru, qui était contaminé, qui avait eu des symptômes, pour lequel il y avait eu détection de H5N1. Ensuite, comme ce virus n'a pas été retrouvé, n'a pas de nouveau été détecté, le CDC n'a pas classé ce cas comme, positif, en tout cas pour vis-à-vis de l'exposition au lait cru, mais ça reste quand même, puisque les charges sont vraiment encore plus élevées que ce qu'on trouve chez les oiseaux, hein. En termes de quantité de virus par millilitre de lait, c'est vraiment astronomique, avec potentiellement une stabilité assez longue en termes infectieux du virus dans cette matrice. Donc on ne peut pas exclure cette voie comme voie de contamination. Merci. Samy, on a le temps pour une autre question ou... Je pense qu'on va enchaîner, puis on essaiera de répondre au fur et à mesure. On va Bien essayer de sûr, rattraper du temps. Merci. Du coup, on passe la parole à Bruno Lina du CNR des virus respiratoires pour diagnostic et surveillance H5N1. Mhm. Merci beaucoup. Donc, merci pour l'invitation. Alors, je vais reprendre un certain nombre de choses qui ont été dites, mais ça permet de contextualiser par rapport à l'ensemble du topo. Donc, si je peux avoir la diapositive d'après. En fait, c'est bien de comprendre que la circulation des oiseaux, du virus chez les oiseaux est extrêmement dense, et même si on a l'impression d'échapper un petit peu au mécanisme de transmission via les oiseaux en France, du fait, comme l'a expliqué Béatrice, de la vaccination et peut-être d'autres facteurs qui font que ça circule moins. Si on regarde ce qui se passe sur l'est de l'Europe dans les derniers cas et dans le nord de l'Europe, en particulier en Grande-Bretagne, on voit que le virus circule encore de façon très abondante, donc le risque est présent pour nous. Diapo suivante. C'est juste pour reprendre un tout petit peu sur la notion de franchissement de barrière d'espèce et ce que l'on sait. Le diagramme vous montre qu'en fait, lorsqu'on a affaire à un virus zoonotique, a priori, les caractéristiques du virus, pour plein de raisons, font que éventuellement, ce virus est capable d'infecter les voies aériennes inférieures, mais ne trouve pas les récepteurs adaptés pour se multiplier dans les voies aériennes supérieures et donc engendrer des chaînes de transmission interhumaines. Et tant que ce virus n'évolue pas, et je reviendrai sur les critères d'évolution de ce virus, eh bien, le virus est inféodé aux voies aériennes inférieures et gêne la transmission interhumaine, ce qui fait qu'il n'y a pas de chaîne de transmission qui s'installe. Toutefois, il y avait un travail qui a été fait, et c'est ce que je rapporte là avec le papier de Science, qui avait été fait par Sander Herst, qui a montré, et ça a été confirmé par une autre équipe aux États-Unis, de Yoshikawa Oka, que lorsqu'on avait un virus qui était mis chez un animal avec un certain nombre de mutations préexistantes localisées en particulier sur les l'hémagglutinine et la protéine de polymérase PB2, eh bien, si ce virus est capable d'être transmis même à bas bruit entre différents mammifères, à un moment donné, le virus accumule au moins 2 ou 3 mutations supplémentaires qui l'a rendu, dans cette étude-là, in vitro, chez le furet, transmissible par voie aérienne. Donc, on voit que c'est un mécanisme qui est compliqué, qui est polygénique, mais qui est capable de se développer quand même. C'est pour ça qu'on doit le garder en tête. Et ça, c'est le modèle H5N1 avec le virus de l'époque. Diapo suivante. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, sans revenir sur ce qui a été décrit jusqu'à présent, c'est qu'effectivement, on se trouve dans une situation un tout petit peu différente avec les virus qui circulent aux États-Unis et en Asie. Les deux clades qui ont été cités, le 244B et le 2344B, pardon, et le 2321A ou 21C, qui sont des virus qui présentent des caractéristiques particulières parce qu'ils sont actuellement les seuls à infecter l'homme, pratiquement, et même s'il y a quelques cas avec d'autres sous-types, et surtout, on voit une circulation extrêmement importante chez les oiseaux, comme le disait Béatrice. Diapo suivante. Et lorsqu'on fait une analyse de risque, on voit que l'analyse de risque qui
qui avait été faite par le CDC d'Atlanta en 2023 classe différents virus potentiellement zoonotiques transmissibles à l'homme avec des critères de score d'émergence et d'impact qui permettent de déterminer un niveau de risque. Et on voit que finalement, les influenza aviaires qui nous concernent aujourd'hui, en 2023, étaient considérés comme pas faisant partie de ceux qui étaient les plus à risque. Diapo suivante. Et il y a eu une actualisation. Ah, ouais, voilà. Non, la diapo d'après. Encore après. Voilà, il y a une actualisation qui a été faite en juin 2024. Alors, c'est un autre schéma de représentation où vous voyez les deux virus qui sont surlignés en jaune, qui étaient ceux qui avaient été préalablement classés dans l'analyse de risque comme étant finalement avec un risque significatif, mais pas très important. Et si vous arrivez à voir, parce que je n'ai pas la main, mais il y a le virus H1N1 234-4B à Texas qui a été mis là, qui est en fait au cœur de la croix bleu ciel, qui montre bien qu'on a un virus qui est... oui, il faut monter en haut, voilà, c'est le bleu ici, exactement. Ce virus, donc, a évolué par rapport au virus précédent et on considère aujourd'hui qu'il est sur un niveau de risque qui est pas le plus élevé par rapport à l'ensemble des risques pour ce qui est du risque de transmission à l'homme, mais on a monté en risque sans que toutefois ce soit devenu un risque très important. Diapositive suivante. Et ceci est lié aussi au fait qu'il y a finalement deux choses à voir sur ce diagramme où il y a plein de facteurs qui sont mis en comparaison les uns avec les autres. Le virus qui nous intéresse, c'est le A Texas par rapport au A American Wagon, qui est celui qui avait été mis dans le critère d'évaluation du CDC précédemment. Donc le bleu ciel versus le vert, et je vous parlerai un petit peu de l'orange après. Si vous regardez le risque au niveau du transmission dans les modèles animaux, qui est la dernière colonne, on voit qu'il y a une augmentation très significative du niveau de risque, mais en revanche, pour ce qui est de la capacité du virus à s'attacher au récepteur alpha-2,6 versus alpha-2,3, on voit que le risque est inchangé et que les autres facteurs, finalement, les modifications sont marginales. Le virus Amink de Spain, c'est un virus qui avait été détecté à la suite de la contamination d'élevage de visons et il y avait eu des cas d'infection asymptomatiques qui avaient été détectés. Diapositive suivante. Donc, en fait, pour comprendre les mécanismes d'adaptation, le plus important est de voir que, premièrement, dans les virus du clade 2, il y a une diversité génétique, c'est ce qui est représenté à gauche, qui est extrêmement importante, et c'est dans la racine 2.3.4 que sont apparus l'essentiel des virus qui aujourd'hui posent le plus de problèmes en termes de transmission. Et dans l'image de la structure qui vous est représentée à droite de la diapositive, en fait, ça correspond, si vous voyez en jaune pâle, c'est un acide sialique alpha-2,6 et qui est déposé dans la poche du RBS de l'hémagglutinine. Et dans cette poche de RBS, les 4 cercles rouges vous indiquent les zones qui sont celles qui sont en interaction directe avec l'acide sialique, soit alpha-2,3, soit alpha-2,6, et qui fait le verrou de bascule de l'un vers l'autre. Et dans ces 4 domaines, il y en a 2 qui sont plus importants. C'est l'hélice alpha qui se trouve en vert, qui s'appelait feature 3 dans l'image, avec l'alanine en 189, la glutamine en 190 notamment et la lysine en 193. Et le deuxième verrou important se trouve au niveau de la boucle 220, avec la lysine 222 et l'acide glutamique 226 notamment, mais il n'y a pas que, l'asparagine en 224 est important aussi, ces 2 endroits-là sont particulièrement importants pour faire le changement d'affinité et surtout pour permettre à une hémagglutinine, le RBS de l'hémagglutinine, en changeant certaines de ces acides aminés, d'avoir une double capacité d'attachement à la fois alpha-2,3, alpha-2,6. Les 2 autres boucles, en 160 et en 130, sont des boucles de stabilisation, mais qui peuvent éventuellement préfigurer d'une adaptation qui surviendrait après dans à la fois la boucle alpha et l'hélice alpha et la boucle 222. Donc, vous voyez, ces 4 régions sont importantes et elles doivent être surveillées lorsqu'on a un virus qui est détecté chez l'homme en termes de séquençage.
Diapo suivante. Donc, vous retrouvez la figure ici. Vous avez une représentation au-dessus avec notamment les deux zones qui sont les plus importantes et l'arbre phylogénétique du CLA qui a été détecté en British Columbia, qui était le cas donc au Canada. Et on voit, alors il faut toujours se méfier des numérotations parce que les numérotations qui sont utilisées par les virologues, c'est la numérotation H3. Mais là, souvent, lorsque l'on décrit les protéines, on donne la numérotation H5. Donc, il faut faire les concordances. C'est pour ça que vous avez des chiffres entre parenthèses. Vous voyez que la souche qui est en rouge dans l'arbre phylogénétique qui se trouve à gauche en bas, qui correspond à la souche qui a été détectée chez le patient canadien, 2 mutations ont été observées. Ce sont des mutations qui sont minoritaires sur l'hémagglutinine du virus qui a été détecté. Ça a été détecté au décours de l'infection, c'est-à-dire que ce virus a évolué chez le patient au moment de l'infection, et on voit qu'il y a 2 mutations qui sont survenues, une dans l'hélice alpha et une autre dans la boucle 220. Et c'est là où je vous dis qu'en fait, quand on a ce genre de double mutation sur ces 2 points de position, c'est un signal d'alerte d'une claire adaptation du virus vers un récepteur alpha 2,3 et alpha-2,6 avec une capacité de double attachement qui peut préfigurer potentiellement d'une stabilisation de cette modification et secondairement d'une potentielle transmission interhumaine. Diapo suivante correspond cette fois-ci au cas qui s'est passé en Louisiane, qui est le patient qui est décédé de son infection. Eh bien, ce patient, assez rapidement, avait développé 3 mutations sur son hémagglutinine qui sont en position 333, 182 et 186. Rappelez-vous, la position 186, c'est une position qui a été retrouvée aussi chez le patient qui avait été infecté en British Columbia. Et de nouveau, on voit qu'il y a une répartition de ces mutations qui se fait dans 2 zones. Mais chez ce deuxième patient, il n'y a pas eu de modification dans la boucle 220. C'est dans la boucle 130 que qu'une des mutations a été observée, la première à la ligne vervaline. La deuxième chose, c'est que ce sont des mutations qui sont minoritaires, puisque les mutations d'adaptation, c'est celles qui représentent respectivement 12, 35 et 8%. Et on voit que finalement, ça n'est pas suffisant pour vraiment assurer une bascule, d'autant plus que c'était un séquençage profond et qu'on n'est pas certain que ces 3 mutations étaient présentes en même temps sur la même hémagglutinine d'un virus. C'était peut-être plusieurs virus, il y avait une population de virus qui était détectée, qui présentaient chacun une ou 2 des mutations seulement. Donc, en revanche, ce que l'on voit, c'est que ce virus, notamment le D1.1, c'est D1.1 et non pas D.1.1, eh bien, il a cette capacité évolutive lorsqu'il est présent chez un individu, en particulier lorsqu'il donne une forme grave au niveau pulmonaire, puisque là, il est capable de éventuellement faire travailler l'évolution aléatoire liée à des mutations qui surviennent par hasard et qui peuvent éventuellement induire des modifications d'affinité. Diapo suivante. Ce qui est aussi intéressant de comprendre, c'est que dans les études qui ont été faites, on voit bien qu'il y a des vaches laitières qui sont contaminées et qu'il y a des oiseaux qui sont contaminés. Il y a une potentielle exposition par les vaches laitières. Et une chose que je voulais vous dire aussi, qui est très importante, c'est ce qui est dans ce papier. Je suis désolé, je n'ai pas mis la référence, mais je pourrais la donner après. C'est le titre viral présent dans le lait. On a des titres qui vont jusqu'à 10 puissance 10 virus par millilitre de lait. C'est-à-dire que c'est du virus infectieux. Donc, on a des titres qui sont extrêmement élevés, qui sont très stables dans le temps et qui donnent aussi une modification de l'aspect du lait. Donc, normalement, on est capable de voir, c'est ce qui est représenté dans les fioles que vous avez en haut à droite. Le lait normal et le lait contaminé qui apparaît beaucoup plus sombre. Et l'autre chose qui est importante, c'est qu'on a fait, l'étude a fait là une infection expérimentale de vaches laitières avec un lignage qui circule en Europe, qui n'est donc pas le B3.13, mais un autre lignage européen. Et on voit que les vaches laitières en Europe sont capables d'être infectées par ces lignages qui circulent chez les oiseaux, avec des titres qui sont certes moins élevés et le
lait qui apparaît un peu moins malade, mais la possibilité existe aussi en France avec les autres, avec les souches qui sont marquées en bleu versus sur la courbe versus les courbes en orange pour le B3.13. Diapo suivante. Donc, l'adaptation du virus, elle porte bien évidemment par le biais des hémagglutinines, mais ça n'est pas suffisant. Et on sait qu'il est nécessaire qu'il y ait d'autres facteurs d'adaptation. Et c'est pour ça que quand on parle de surveillance des virus, c'est bien un virus génome entier qu'il faut surveiller et pas seulement les hémagglutinines. Et il y a quelques exemples de mutations qui sont très bien décrites, notamment sur le PB2, sur PB1, sur PA et NP. Et on voit qu'il y a des critères d'adaptation qui font que ce virus, lorsqu'il combine des mutations à la fois sur sa capacité de mutation, de réplication avec les mutations sur la polymérase et les capacités de transport des acides nucléiques à l'intérieur des virus, à l'intérieur des cellules infectées, à ce moment-là, on a la possibilité d'assembler des virus qui présentent une capacité de réplication dans la cellule et de bourgeonnement au sein des cellules infectées. Diapo suivante. Après, ces mutations, lorsque l'on regarde, je vais aller très vite là, on voit que chez les patients de le British Columbia, c'est en haut à droite sur l'arbre phylogénétique, lorsque l'on regarde quelles étaient les mutations qui étaient détectées dans les gènes PB2, PA et HA, eh bien, les trois gènes étaient mutés, et c'est des choses que l'on retrouve, mais moins nettement avec le BA.13, le B3.13, on le trouve beaucoup plus avec le D1.1. Diapo suivante. Alors, sur la clinique, je ne vais pas m'étendre puisqu'il va y avoir un grand topo là-dessus, mais sachez donc qu'il y a deux types de symptômes. Ça peut être des symptômes qui sont d'apparition assez brutale parfois, avec parfois des signes très marqués, mais on a aussi de temps en temps des signes qui sont extrêmement discrets. Et le délai d'incubation est en moyenne de 3 à 5 jours, mais il peut être un petit peu plus long. Diapo suivante. Quand on a un patient qui est suspect, en fait, pour faire le diagnostic, il faut se rappeler de deux choses. Premièrement, il y a toujours intérêt à combiner des prélèvements des voies aériennes supérieures et des voies aériennes inférieures en utilisant des dispositifs non inactivants, parce qu'on a besoin de cultiver ces virus, et donc c'est important d'avoir des écouvillons dans des milieux de transport adaptés pour pouvoir faire de la culture. La deuxième chose, c'est si on a une conjonctivite virale, bien évidemment, on fait un écouvillonnage des voies aériennes supérieures, mais aussi un écouvillon conjonctival, de façon à ce qu'on puisse trouver le virus dans la conjonctive. Vous avez vu que le H7 et le B3.13 donnent des conjonctives. On n'utilise pas de TROD. Le TROD ne marche pas parce que la nucléoprotéine des virus aviaires n'est pas la même que la nucléoprotéine des virus humains, et c'est la cible des TROD, donc les TROD ne marchent pas. Et pour faire un diagnostic de criblage, on a vu, et j'y reviendrai, que la plupart des tests PCR grippe humaine sont capables de détecter la protéine M, qui est la cible de l'essentiel des PCR des virus H5N1, mais il faut faire un sous-typage H1, H3 et H5 avant de porter le diagnostic. Et comme c'était dit dans la recommandation, si le sous-typage H1 et H3 est négatif et que vous avez la notion d'une exposition à un animal infecté, eh bien, à ce moment-là, le cas devient très probable. Il faut toujours prévoir de faire des mesures de charge virale dans les différents secteurs, c'est-à-dire qu'on fait des prélèvements respiratoires, mais ça peut être utile de faire des prélèvements ailleurs, et notamment au niveau lorsqu'il y a d'autres signes cliniques. La culture virale se fait en BCL3 essentiellement au CNR, bien évidemment. Et ce qui est important, c'est d'avoir un séquençage sur échantillon primaire. Donc, il faut s'acharner à avoir des prélèvements de bonne qualité au début de l'infection pour qu'on ait des informations sur le virus qui infecte, au moins sur la séquence de l'hémagglutinine, de la neuraminidase et de PB2, qui sont des verrous d'adaptation à l'homme. Si le virus qui infecte l'individu est déjà avec des mutations, c'est beaucoup plus embêtant que si c'est des virus qu'on voit évoluer chez l'individu. Et donc, pour suivre ça, il est nécessaire de faire des échantillons itératifs qui servent à la fois de faire le suivi de la charge virale au site infectieux, mais aussi de l'évolution des séquences de ces virus. Et si vous avez un patient asymptomatique qui est positif dans les voies aériennes supérieures, ce qu'on peut faire, c'est coupler avec de la transcriptomique et de la sérologie. La sérologie permettra de savoir s'il y a une séroconversion ou pas, parce qu'il y a parfois du portage sans séroconversion. Et la transcriptomie peut être plus rapide pour déterminer si on a une activation des ARN messagers d'origine viraux qui signerait une réplication virale sur place. Et ça, on a maintenant un certain nombre de laboratoires qui sont équipés pour pouvoir le faire.
Toujours organiser un suivi sérologique. Vous savez que la séroconversion se voit au bout de 15 jours seulement. On ne la voit pas avant. Diapo suivante. Donc, en termes de capacité diagnostique, le CNR des virus respiratoires à Paris, l'Institut Pasteur, qui est laboratoire H5 OMS, a fait un kit de diagnostic du H5 spécifique, de l'hémagglutinine H5, avec un contrôle positif qui vous est donné et un jeu d'amorce qui vous est proposé. Un certain nombre de laboratoires CNR, bien évidemment les 4 CNR le font. Un certain nombre de laboratoires ESR ont demandé le kit. Des laboratoires hors ESR l'ont aussi demandé. Mais on voit qu'il y a des ESR qui ne l'ont pas demandé encore. Donc, c'est ceux qui sont entourés en rouge. Je vous engage à vous mettre en contact avec le CNR de Paris pour récupérer le kit diagnostic H5 qui a été mis au point de façon à être sûr de détecter les 2, 3, 4, 4B dans de bonnes conditions. Diapositive suivante. En parallèle, on a fait un travail avec l'ANSM pour voir quels étaient les dispositifs qui étaient capables de détecter les virus H5NX du clade 2, 3, 4, 4B. Et on a interrogé les différents producteurs qui nous ont dit que pour l'immense majorité d'entre eux, ils étaient capables de détecter un virus H5 par PCR. On a deux réponses incomplètes de la part de Eurobio et de Perkin-Elmer qui doivent vérifier parce qu'il y a un mismatch sur la sonde et qui veulent vérifier qu'ils sont bien capables de le faire. Et donc, ce qui signifie qu'a priori, sur un diagnostic de criblage, si vous avez un patient qui vient avec un cas suspect de H5, vous avez la possibilité de confirmer l'éventuelle présence d'un virus influenza en utilisant les kits chez l'homme. Attention, les tests de sous-typage H1 et H3 sont moins performants en termes de possibilité de détection que les tests de détection de la protéine M. Donc, il peut y avoir un défaut de sensibilité H5, H1 et H3, notamment sur certains kits. Donc, regardez bien les valeurs de CT. Si votre CT en M il est supérieur à 35 et que vous avez une absence de sous-typage en H1, H3, ça ne signifie pas forcément que c'est autre chose qu'un H1, H3. Ça peut être simplement un défaut de sensibilité. Diapo suivante. Donc, la prise en charge du cas suspect, c'est le suivi qui est très important. Bien évidemment, il y a tout l'aspect thérapeutique, mais ça, je le laisserai aussi parce que c'est plus tard que ce sera traité. Diapositive suivante. Et juste, je vais aller très vite parce qu'il y a des éléments importants à prendre. Je vous engage à aller regarder ce papier du New England Journal of Medicine de 2006 qui reprend beaucoup de données très intéressantes sur la gestion des cas H5N1 de l'époque, où on voit que un certain nombre de prélèvements sont moins adaptés que d'autres, que des marqueurs biologiques peuvent être intéressants pour suivre les patients. Diapositive suivante. Que la survie des patients dépend aussi d'un certain nombre de choses qui sont mises en œuvre. On peut avoir la diapo suivante, s'il vous plaît? Voilà, que comme je vous le disais, les tests rapides sont totalement inadaptés. Il ne faut pas s'appuyer dessus. Que de temps en temps, il faut répéter les PCR pour avoir un positif. Parfois, on est négatif au début et on est positif après. Et les tests sérologiques sont parfois intéressants à faire, mais ils ne sont capables d'être très souvent que assez tardivement. Et souvent, ils combinaient, c'était des vrais prélèvements nasopharyngés quand il y avait des prélèvements qui étaient faits sans prélèvement des voies aériennes inférieures, mais à ce moment-là, ils combinaient souvent des prélèvements au niveau de la gorge parce que s'il y a une infection pulmonaire, il y a le drainage pulmonaire qui peut remonter les virus jusqu'au carrefour aéropharyngé. Diapositive suivante. Donc, la prise en charge est importante parce que, et ça je laisserai aussi élaborer un peu plus loin, mais clairement en fonction de la possibilité de survivre ou pas, on voit que des marqueurs de sévérité sont l'apparition de résistance aux inhibiteurs de la neuraminidase lorsqu'ils étaient utilisés. Diapo suivante. En synthèse, donc, le niveau de circulation de ces virus H5NX est très élevé. Il y a différents lignages qui sont observés. On se focalise aujourd'hui sur le 2.3, 4.4b, mais il ne faut pas oublier le 2.3, 2.1c. Les lignages ont étendu leur spectre d'infection chez les oiseaux et les mammifères. Le nombre de mammifères contaminés est extrêmement élevé. Ils restent aujourd'hui faiblement transmissibles, même si on voit qu'il y a des cas d'infection, mais il faut bien comprendre que la zoonose chez les oiseaux est gigantesque et que, de fait, on a des expositions massives des animaux qui conduisent à des transmissions chez les mammifères. Il n'y a pas ou peu de chaînes de transmission intermammifères, à part situation particulière.
La situation particulière est celle que l'on voit notamment chez les vaches laitières aux USA, avec les deux clades depuis hier, avec donc le 3.13 et le D1.1. C'est pas une très bonne nouvelle, le D1.1. Ça montre que ces épisodes de transmission vache laitière sont possibles et qu'il faut être prudent. Du portage silencieux de virus a été observé sans séroconversion, avec des formes polysymptomatiques, mais c'est important de pouvoir les dépister. Et des formes cliniques parfois sont mineures. On a simplement une conjonctivite et une vague notion d'infection des voies aériennes supérieures, mais elles peuvent parfois être extrêmement symptomatiques et graves, comme on a vu avec les deux patients infectés par le D1.1. Le diagnostic de certitude, normalement, nécessite un prélèvement sous-glottique ou de conjonctive lorsque c'est possible, mais sous-glottique, ça peut être simplement un prélèvement de gorge. Il n'est pas possible de faire un prélèvement mieux que ça, et un suivi absolument indispensable à la fois pour faire le monitoring des charges virales. Donc, ça suppose être en capacité de faire à la fois du enfin des suivis de CT, parfois des charges virales vraies. Le séquençage est indispensable et la sérologie est importante aussi, mais ça peut se reporter sur le CNR. Diapo suivante. C'est juste une diapo de remerciement pour tous mes collaborateurs au laboratoire de virologie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bruno, pour ton intervention très technique et très informative. Alors, il y a peut-être, on a perdu beaucoup de temps là, hein, par rapport au timing, mais on a peut-être des questions en résumé par rapport à ce que posent les participants. Il y en a la première, comment on explique la différence de virulence ou de létalité entre les H5 des années 2000 et ceux qu'on observe là dernièrement? Est-ce que tu les Alors, expliques là, par les mutations? il est clair. Alors, Béatrice pourrait répondre aussi, et puis probablement peut-être Sybille. Il y a, À mon avis, il y a deux leviers. Premièrement, l'extension de la zoonose avec le 2, 3, 4, 4B est gigantesque. Et c'est très clair qu'en fait, on a un réservoir animal aujourd'hui sauvage qui est extrêmement important, avec une exposition de la faune d'élevage et des mammifères au contact de l'homme qui est très important. Et donc, c'est la conjonction des deux, plus très certainement, je me permets de porter un jugement de valeur sur ce qui s'est passé aux États-Unis, une gestion assez médiocre du risque qui est apparu avec l'infection des vaches laitières. Aujourd'hui, il n'y a pas d'infection par voie aérienne chez les vaches, hein, c'est vraiment du manuportage ou c'est par les treilleurs que se fait la contamination, c'est via le pis des vaches que les vaches se contaminent. Tout ceci entraîne une augmentation du risque de façon très importante. Mais on voit, c'est pour ça que si nous, individuellement en France, on voit que le risque a baissé en France d'une manière générale avec la vaccination des oiseaux, qui a un phénomène positif à la fois sur la faune sauvage et la faune d'élevage. Donc, ce n'est pas une fatalité, mais aujourd'hui, on a un virus qui a évolué dans la nature, le 2, 3, 4, 4B, et qui présente des caractéristiques d'infectivité pour les mammifères qui est supérieure à ce que l'on voyait en 2000, très clairement. Et puis Par peut-être contre, en pathogénicité, il n'y a pas d'évolution de la pathogénicité, c'est de la transmissibilité qui est augmentée. Et puis une deuxième question, et peut-être avec une réponse courte, c'est finalement qui est capable maintenant de manière opérationnelle de faire le criblage de H5? Parce qu'il y a beaucoup de questions sur à la fois le transport des prélèvements et puis à qui les adresser en fait quand on est au contact d'un animal au fin fond de sa campagne et qu'on n'a que un rapport avec un vétérinaire ou avec un médecin traitant. Mais c'est ce que disait, c'est ce que tentait d'expliquer Sybille et d'expliquer le Mars et le DGS Urgence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez que vous toussez et que vous avez un chat que vous êtes infecté par le virus de la grippe aviaire. On a des caractéristiques, c'est très clair. Il faut premièrement qu'il y ait une notion d'exposition. Alors, ça n'est pas indispensable, mais l'exposition est importante. Deuxièmement, on fait un test PCR grippe. Si ce test PCR grippe A est négatif, ça n'est pas un cas. Et si jamais le malade est très malade, eh bien, il va à l'hôpital. À ce moment-là, on peut éventuellement recevoir un prélèvement, mais normalement, il n'y a pas de raison que le kit PCR ne soit pas capable de détecter. Si derrière, il y a la possibilité pour le labo de faire du typage H1 et H3 dans de bonnes conditions avec une valeur de CT sur les prélèvements qui est suffisamment basse et qu'il détecte un H1 ou un H3, eh ben, c'est une grippe humaine. Et si en revanche, il ne détecte ni un H1 ni un H3, à ce moment-là, il est possible que ce soit un virus zoonotique et il nous l'envoie. Mais on ne va pas recevoir toutes les grippes A positives qui n'ont pas été sous-typées. Ce n'est pas possible, on n'y arrivera pas. Je ne sais pas si tu veux compléter, Sybille.
Non, mais merci beaucoup Bruno. Effectivement, ta réponse est ultra claire. L'objectif de cette conduite à tenir, c'était de s'adapter à tout ce qu'on comprend et capte des caractéristiques des grippes zoonotiques dans leur ensemble. Il y a H5, mais il y a aussi les grippes porcines, hein, qui vraisemblablement sont plus fréquentes, et les échanges entre le porc et l'homme, voire éventuellement parfois les volailles, est toujours à risque d'émergence de mutations ou de réassortants. Et donc, l'objectif de cette conduite à tenir, c'était d'augmenter notre sensibilité. Les conduites à tenir précédentes se basaient sur une définition de cas qui allait chercher les formes graves telles qu'elles étaient décrites pendant les vagues de 2000-2010, H7N9, H5N1, donc graves, basses, nécessitant une hospitalisation. Là, on est vraiment dans un contexte très différent, avec aussi un virus qui circule quand même intensément en France, même si la situation est meilleure ces 2 dernières années. Le virus est toujours présent dans l'environnement. Parfois, il est en cause dans des mortalités de masse. Je rappelle quand même qu'il y a 2 hivers, on avait des mouettes qui mouraient massivement en région parisienne ou à Lyon, dans des zones urbaines, avec une exposition du grand public qui était quand même pas du tout la même que dans les années précédentes. Et avec aussi des mammifères qui peuvent être infectés, hein, notamment les chats domestiques, comme ça a été le cas en France. Donc l'idée, c'était de pouvoir aussi augmenter notre sensibilité, y compris en zone rurale. Après, on a une définition d'exposition qui est quand même pas... Enfin voilà, si on a de la fièvre et qu'on a un chat, on n'est pas un cas possible. Il y a quand même une notion d'exposition qui est plus précise. Et l'idée, c'était aussi de capitaliser sur tout ce qui s'est développé au moment de la Covid, avec un dépistage en labo de ville. Euh, mais évidemment, pour que ce dépistage puisse se faire en labo de ville, il faut que les labos de ville s'équipent en kits qui permettent de faire un sous-typage grippe, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc, il va y avoir un temps d'adaptation et des choses, des solutions qui vont devoir être trouvées sur le terrain pour pouvoir être à même de répondre complètement à cette question. Mais l'objectif, c'est quand même de se baser aussi sur les médecins de première ligne, les labos de première ligne, pour écarter évidemment les grippes saisonnières, mais être en capacité de détecter des grippes qui sont peu graves, mais qui sont tout autant importantes à monitorer, à suivre, à gérer, enfin, avec des mesures de gestion, pour éviter une émergence ou des clusters de cas sur le territoire national. Ça, c'est pour la partie avec exposition à risque. Ensuite, il y a la partie, on est dans une situation au niveau mondial où l'inquiétude croît, où aux États-Unis, la situation donne pas l'impression d'être sous contrôle, bien au contraire, avec tout ce qui a été décrit par Béatrice et par Bruno, qui quand même interpelle, sur lequel on a envie en France d'être en capacité d'être mieux armés pour détecter des grippes zoonotiques, même sans exposition, à l'hôpital, notamment les formes les plus sévères. Et là, d'après ce que j'ai compris des échanges, il y a aussi un travail, parce que des labos hospitaliers, même s'ils ne le font pas en routine, sont en capacité de faire des sous-typages, mais parfois avec des kits qui n'ont pas la même sensibilité pour H1, H3 que pour le ciblage A, et que des grippes A à l'hôpital, au moment de l'épidémie, il y en a beaucoup, et que le scanner ne peut pas absorber toutes les grippes A hospitalisées non plus. Donc il va falloir trouver un juste milieu, mais en renforçant notre capacité globale. Encore une fois, les cas américains, le cas canadien qui est quand même très particulier, Bruno l'a bien décrit, le cas dans le Missouri, il y a eu 2 cas, enfin 3 cas, dont le cas probable que mentionnait Béatrice en Californie chez des enfants qui ont fait des formes vraiment bénignes, mais avec de la fièvre, un syndrome grippal. Et ils n'auraient pas été détectés si on n'avait pas un screening H1, H3 en ville, parce que c'est des gens qui sont vus en ville. Merci beaucoup, Sybille. Alors là, je me tourne vers mon co-modérateur Guillaume et vers le maître du temps, Samy, pour le temps qui nous reste. Alors, je ne sais pas quelles sont les conditions Oh, pour finaliser le webinaire à 14 heures comme prévu. oh, je pense qu'on aura un petit quart d'heure toulousain, mais ça c'est logique, de retard. Mais c'est pas très grave. On va probablement passer aux aspects opérationnels parce qu'il y a notamment un certain nombre de questions opérationnelles sur qui on prélève, c'est quoi une exposition, triple emballage, pas triple emballage, blablabla. Et du coup, peut-être qu'on peut se permettre de passer la parole à Morgane Maille, puis à Madame Autran juste en suivant. On va aller jusqu'à 14h15 grand maximum et merci pour votre patience. Donc, je suis Morgane Maille, je suis infectiologue à Bichat et je suis membre de l'équipe de la mission Corrède depuis janvier.
Je vais vous présenter les fiches COREB sur la grippe zoonotique, qui sont d'abord à destination des soignants de premier recours, puis un peu plus approfondies pour la prise en charge hospitalière spécialisée. Donc, on parle de patients suspects de grippe zoonotique quand un patient présente des signes cliniques compatibles dans les 10 jours après une exposition à risque. Donc, ces signes cliniques, comme on l'a vu, c'est la fièvre, les signes respiratoires, et donc on a ajouté également l'atteinte oculaire suite à l'épidémie de la grippe aviaire aux États-Unis. En effet, il y a un article du New England paru le mois dernier qui décrit les caractéristiques des cas humains de grippe A H5N1 identifiés entre mars et octobre 2024 aux États-Unis. Ils ont analysé les données des patients dont l'infection a été confirmée en laboratoire à l'aide d'un formulaire standardisé de déclaration des cas. Et le tableau 2 ici représente les caractéristiques cliniques et l'évolution des patients. Donc, sur les 46 cas, l'âge médian était de 34 ans et tous présentaient une maladie bénigne. Comme on l'a dit, aucun hospitalisé, aucun décédé, c'était jusqu'au mois d'octobre 2024. Donc, ça ne prend pas la patiente de Louisiane. Ce qui frappe, c'est qu'il y a 42 patients, donc 93% qui ont une conjonctivite, dont 15, donc un tiers, n'avaient qu'une conjonctivite isolée sans autres symptômes associés. Il y a 22 patients, donc la moitié, qui ont eu de la fièvre et 16 qui avaient des symptômes respiratoires. Ensuite, j'ai mis la lettre de l'éditeur, la lettre à l'éditeur du New England, paru également le mois dernier, qui rapportait le cas de l'adolescente au Canada dont on a parlé, juste pour rappeler que c'est vrai que les patients peuvent se présenter avec une conjonctivite, avec seul comme symptôme une conjonctivite. Et cette patiente, certes, elle avait des facteurs de risque, mais elle a quand même eu un SDRA nécessitant intubation, ECMO, dialyse, finalement une bonne évolution en 3 semaines de prise en charge. Voilà. Ensuite, on revient sur la fiche donc, du premier recours, fiche COREB. Ici, on a rappelé également les expositions à risque en l'absence de mesures de protection appropriées, comme le port de protection respiratoire ou une tenue spécifique. Et donc, si on revient sur l'article du New England, le tableau 1 représentait les caractéristiques épidémiologiques des patients qui ont été en contact avec des animaux. Donc, sur les 46 cas, 20 étaient exposés à des volailles infectées, 25 à des volailles laitières infectées ou présumées infectées, des vaches laitières, pardon, et 1 qui n'avait pas eu d'exposition. Ou alors, il faut avoir été en contact avec un cas confirmé de grippe zoonotique et selon la définition du Haut Conseil de santé publique, il faut avoir été en contact à partir de 48 heures avant le début des symptômes et jusqu'à 10 jours après le début des symptômes du cas, en face à face, à moins de 2 mètres, surtout si le cas est symptomatique et que nous, on n'a pas de protection. Donc, pour se protéger, on va revenir à la fiche COREB. On va isoler le patient, porter des EPI adaptés et désinfecter l'environnement du patient. Donc, pour ça, je vous présente les nouvelles recommandations de la SF2H, parues en octobre 2024 pour la prévention de la transmission par voie respiratoire, avec une stratégie d'adaptation des mesures REB selon l'évolution des connaissances concernant le statut infectieux du patient. En règle générale, on applique une protection respiratoire maximale pour les soignants en cas d'émergence. Donc ici, c'est FFP2, gants sur blouse. Et ensuite, Romane, la prochaine diapo, s'il te plaît. De façon générale, il est rappelé qu'un patient présentant des signes respiratoires infectieux, en particulier s'il tousse, doit porter un masque chirurgical anti-projection et réaliser une hygiène des mains au chat. Et le professionnel de santé doit assurer sa protection avec des EPI adaptés, comme sur cette figure qui propose un socle commun des mesures de protection face à un patient suspect REB sans orientation étiologique précise. Et selon les dernières recos de la SF2H, c'est hygiène des mains, masque de protection respiratoire type FFP2, gants sur blouse. Et pour la grippe zoonotique, Roman, si tu peux passer, le HCSP recommande l'ajout de lunettes de protection. Ensuite, on revient à la fiche COREB. Si vous avez besoin de connaître le circuit de prise en charge adapté, n'hésitez pas à contacter l'infectiologue référent de votre région pour limiter le passage aux urgences des patients suspects de grippe zoonotique. Devant des éléments cliniques et épidémiologiques qui font suspecter une grippe zoonotique, si besoin, vous pouvez contacter l'infectiologue référent, surtout, comme on l'a dit, après prescription médicale d'une RT-PCR grippe.
si la RT-PCR grippe est A positive, H1 négative, H3 négative, cet infectiologue référent, il pourra se mettre en relation avec SPF, l'ARS et le CNR des virus respiratoires pour une concertation. Et bien sûr, on pourra demander, si besoin, l'expertise du laboratoire national de référence influenza porcin ou aviaire. Ensuite, la fiche pour la prise en charge spécialisée, elle reprend les mêmes informations cliniques et épidémiologiques, mais on a ajouté l'exclusion du diagnostic alternatif, comme ça a été précisé précédemment. En fait, selon le préambule de l'avis du HCSP de 2021, un cas possible, Romane, c'est la prochaine diapo, un cas possible ne peut avoir d'autres étiologies identifiées qui peuvent expliquer la symptomatologie, notamment pas de Covid-19, et il faut également éliminer la grippe saisonnière, surtout en période épidémique. Venez à la fiche COREB pour protéger les patients. On applique les précautions standards et complémentaires R puis contact qui sont rappelés plus en détail ici. Romane, tu peux passer. Ensuite, si la chambre n'est pas équipée, l'habillage sera réalisé à l'extérieur de la chambre et le déshabillage se fera à l'intérieur de la chambre, sauf bien sûr pour l'appareil de protection respiratoire qui sera enlevé qu'à l'extérieur. Les équipements de protection individuelle, ils sont éliminés par les filières des DASRI et on veillera à réaliser une désinfection de l'environnement des patients et des matériels utilisés pour eux après un bio-nettoyage habituel en utilisant une stratégie de désinfection garantissant la virucidie, donc par exemple de l'eau de Javel à une concentration à 0,1%. Revenez sur la fiche COREB. Ensuite, il est rappelé comment réaliser les prélèvements pour faire le diagnostic. La Société française de microbiologie a annoncé le mois dernier, comme vous a rappelé Bruno Lina, que tous les réactifs des PCR génériques commercialisés en France par les fabricants pour la détection des virus influenza A humains, ils permettent, via la détection d'une cible conservée sur la protéine M du virus, d'assurer aussi la détection d'un virus aviaire H5N1. Donc vous pouvez, sur prescription médicale, faire un prélèvement nasopharyngé, que le patient ait des symptômes respiratoires ou non. Et un prélèvement conjonctival est très intéressant, surtout si le patient a des symptômes oculaires et donc la conjonctivite. Ces prélèvements, ils peuvent être analysés dans certains laboratoires de ville, dans les ESR ou CNR. Ensuite, pour le traitement, on rappelle qu'en plus du traitement symptomatique et de l'isolement de 10 jours, un traitement spécifique doit être mis en route. La sensibilité des virus influenza aviaires aux antiviraux a été présentée dans l'avis de 2017. Ils sont naturellement sensibles aux inhibiteurs de la noraminidase comme l'oseltamivir. Et donc là, je vous ai rappelé que le Lancet avait publié en 2024 2 méta-analyses sur le traitement curatif et préventif de la grippe afin d'étayer les directives actualisées de l'OMS. Ici, c'est une revue qui avait évalué les antiviraux pour le traitement des patients atteints de grippe sévère. Ils ont recherché des essais contrôlés randomisés publiés jusqu'en septembre 2023 et qui portaient sur des patients hospitalisés pour une grippe et qui comparaient des antiviraux, soit un placebo, aux soins standards ou un autre antiviral. Finalement, il y a 8 essais qui ont été inclus portant sur plus de 1400 patients. Et chez les patients hospitalisés atteints de grippe grave, l'oseltamivir et le péramivir pourrait réduire la durée d'hospitalisation par rapport au traitement standard ou au placebo, bien que la certitude des preuves soit faible. Les effets de l'oseltamivir et du péramivir sont très incertains sur l'admission en soins intensifs et sur la mortalité chez les patients atteints de grippe saisonnière ou zoonotique grave en raison de la rareté des données provenant d'essais contrôlés randomisés. Ensuite, je vous ai mis une étude un peu plus récente qui est en cours de publication dans Open Forum Infectious Disease, qui a recherché à évaluer l'efficacité de l'oseltamivir dans la réduction de la mortalité chez les personnes âgées hospitalisées pour une grippe, en mettant l'accent sur le moment d'initiation du traitement. Donc cette étude, elle a comparé les taux de survie à 30 jours des patients hospitalisés en fonction de la prescription d'oseltamivir ou non. Donc, parmi plus de 8000 patients, il y avait 2126 patients qui n'ont pas reçu de traitement antiviral et 6009 patients qui ont été traités par oseltamivir. À la table 2, on voit qu'il y avait une différence significative dans la probabilité de survie à 30 jours estimée entre les deux groupes. Parmi les patients qui n'ont pas reçu d'antiviraux, le taux de mortalité à 30 jours était 9,4%.
alors que pour l'oseltamivir, le taux était de 7,6%. Donc, les patients traités par oseltamivir présentaient un risque de mortalité à 30 jours inférieur à 18% à ceux non traités. Et le tableau 4 montre que le taux de mortalité était encore plus faible dans le groupe qui avait reçu à la fois oseltamivir et le vaccin antigrippal. Ensuite, je vous ai mis ici le tableau 3 qui montrait l'efficacité de l'oseltamivir. Romane, il faut changer de diapo, s'il te plaît. Ouais. Qui montrait l'efficacité de l'oseltamivir administré dans les 48 premières heures après l'admission à l'hôpital ou après 48 heures. Et bien que l'intervalle de confiance ait augmenté, l'effet antiviral est resté statistiquement significatif. Donc, l'oseltamivir réduit le risque de mortalité chez les personnes âgées hospitalisées pour grippe, même lorsqu'il est administré après 48 heures. Et enfin, je vous ai mis la deuxième méta-analyse du Lancet qui était parue l'année dernière pour évaluer l'efficacité, cette fois-ci, des médicaments antiviraux pour le traitement post-exposition. Pareil, ils ont cherché des essais contrôlés et randomisés, publiés jusqu'en septembre 2023, qui ont évalué l'efficacité et la sécurité des antiviraux par rapport à un autre antiviral, aux soins standards ou au placebo, pour la prévention de la grippe. Et là, ils ont sélectionné 33 essais sur 6 antiviraux, portant sur plus de 19 000 personnes. Et ces antiviraux ne permettent probablement pas de réduire de manière importante les cas de grippe symptomatique chez les personnes dont le niveau de risque est faible. Par contre, le zanamivir, l'oseltamivir, le laninamivir et le baloxavir pourraient entraîner des réductions importantes de la grippe zoonotique symptomatique chez les personnes exposées lorsqu'ils sont administrés rapidement après l'exposition. Ces 4 mêmes antiviraux ont probablement peu ou pas d'effet sur la prévention de l'infection asymptomatique ou sur la mortalité, toutes causes confondues. Par contre, les 6 antiviraux n'augmentaient pas de manière significative l'incidence des événements indésirables liés aux médicaments. En conclusion, je vous ai mis l'annexe de l'avis HCSP 2021 qui présente le traitement antiviral par oseltamivir, qui est recommandé et qui doit être institué le plus rapidement possible, donc au mieux dans les 48 heures après l'apparition des symptômes, sans que ce délai ne constitue une limite. La dose curative, c'est 75 mg x 2 par jour, et la dose préventive chez les co-exposés ou chez les contacts à risque de forme grave est de 75 mg x 1 par jour pendant 10 jours. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Morgane. Peut-être avant de passer à Brigitte, poser une question qui revient relativement régulièrement dans les questions qui ont été posées jusqu'à présent, c'est l'attitude pratique dans un département, par exemple, qui a une population qui vit en zone rurale et qui est exposée, enfin, qui a des animaux, des volailles, des vaches, parce qu'ils s'en occupent, qui vont se présenter avec un tableau de conjonctivite fébrile. Quelle est globalement la conduite à tiers pratique vis-à-vis du recours à l'infectiologue et à l'infectiologue de l'ESR pour vous, la Coreb? Alors, en pratique, tout patient donc, qui arrive au cabinet médical et qui a des symptômes respiratoires, une conjonctivite, doit porter un masque, et le praticien également doit s'équiper avec un masque FFP2 si possible. Ensuite, il constate les signes cliniques du patient et recherche des expositions à risque, donc des expositions compatibles. Il faut que les animaux soient infectés ou suspects d'être infectés par les virus. Ensuite, on fait d'abord une première RT-PCR grippe. Si celle-là revient à A positif, mais H1, H3 négatif, c'est à ce moment-là qu'il faut rechercher une grippe zoonotique. Et donc, peut-être qu'à ce moment-là, si le praticien a des questions, bien sûr qu'il peut contacter l'infectiologue référent de sa région, qui lui se mettra en lien avec ARS, SPF, etc. Merci, Sybille. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce point? Non, c'était très complet, mais c'était juste pour revenir sur le fait que si en ville, voilà, le fait de recourir tout de suite au test grippe avec sous-typage permet justement de ne pas noyer l'ARS ou l'infectiologue référent sous des demandes massives, parce qu'il y a beaucoup de grippe A en France actuellement. Le signalement doit se faire du clinicien à l'ARS. L'ARS ensuite prend contact avec SPF pour valider le classement en cas probable, avec l'appui, si besoin, d'un infectiologue référent, principalement donc s'il y a un gros doute, mais surtout si le patient est hospitalisé.
L'idée en ville, c'était de simplifier le dispositif. Et je rajoute, parce que ça a fait l'objet d'une question, les tests PCR avec sous-typage sont désormais inscrits dans la nomenclature NABM depuis le 1er janvier 2025, suite à un avis en ce sens de la HAS, et sont donc remboursés totalement à partir du moment où la personne est symptomatique et présente une exposition à risque, conformément à la conduite à tenir grippe zoonotique. Ok. Ok, merci. On passe à la dernière intervention. Donc, Brigitte. Bonjour Brigitte, Oui, rebonjour. bonjour. Sur Bonjour, la merci. Je vais essayer vaccination. d'être très brève. Et donc, vous m'avez demandé de vous parler des vaccinations humaines anti-influenza aviaire hautement pathogène. Sur la diapositive suivante, je vais essayer de vous rapidement vous rappeler le rationnel, puis nous parlerons des vaccins humains. Donc, diapositive suivante, on va aller assez vite. Diapositive suivante. Voilà, donc déjà il y a un an, le gouvernement nous avait demandé au COVARS d'estimer les risques de situations sanitaires exceptionnelles majeures liées aux maladies infectieuses notamment. Et le COVARS, les membres du COVARS avaient individualisé bien sûr les pandémies respiratoires comme étant la première cause possible de SSE majeure, au sein desquelles l'influenza pandémique zoonotique était bien sûr le candidat de choix. Donc déjà, une entrée en matière, un rationnel pour la vaccination, pour le développement de vaccination, avant même, diapositive suivante, la survenue, diapositive suivante, avant même la survenue, l'extension et la survenue de l'épidémie au sein... Non, on peut revenir à la diapositive précédente. Allô? Voilà. Avant même l'extension chez les mammifères bovins aux États-Unis, dont on a longuement parlé, je ne vais pas revenir sur ce point-là. Et donc, le rationnel aujourd'hui pour la préparation de vaccins correspond à une définition d'un risque pandémique humain qui, comme on dit tout à l'heure, est faible en population générale, mais faible à modéré, notamment aux États-Unis, pour les populations exposées. On comprend que la préparation et la nécessité de développer des vaccins permettrait de lutter contre les risques croissants de réassortiment génétique, en particulier chez les éleveurs triplement exposés à ces virus. Diapositive suivante, que je vais passer. Diapositive, on va la passer l'animal. Diapositive suivante. Voilà. Donc, quelles sont les stratégies vaccinales? Non. Quelles sont les stratégies vaccinales proposées? On peut revenir en arrière, s'il vous plaît. Les stratégies vaccinales proposées pour l'homme. Non, s'il vous plaît. Diapositive suivante. Voilà, merci. Donc, depuis 2 ans ou 3 ans maintenant, la HAS, l'ANSES, puis le HCSP ont recommandé la vaccination saisonnière chez les éleveurs, notamment en France, bien sûr, pour les éleveurs aviaires. Le COVARS a fortement recommandé l'application de cette recommandation de vaccination saisonnière. Et récemment, en décembre 2024, l'EFSA, donc l'organisation européenne, a recommandé également pour les éleveurs et les populations exposées cette vaccination influenza. Il faut rappeler que cette vaccination influenza saisonnière, recommandée chez les éleveurs et les personnes exposées, n'est bien évidemment recommandée qu'en période de circulation du virus influenza humain et qu'elle ne vise qu'à limiter le risque de recombinaison entre les deux virales, mais en aucun cas, elle ne prétend à protéger contre la grippe aviaire elle-même. Diapositive suivante. Diapositive, voilà. Donc, l'OMS a récemment fait le bilan des vaccins humains pré-pandémiques ou pandémiques en préparation, essentiellement dirigés contre H5N1, en recommandant particulièrement l'utilisation de vaccins utilisant les séquences du virus du clade 2, en particulier le clade 2, 3, 4, 4B, avec peut-être un intérêt à développer des vaccins pour le clade 3, 4, 4C. Diapositive suivante.
Diapositive suivante. Voilà. Donc, l'OMS a dressé la liste des vaccins qui étaient disponibles et on voit qu'il y a 4 vaccins, au moins 4 vaccins anti-H5N1 correspondant au clade 2, 3, 4, 4B. On sait que les États-Unis ont décidé de produire 10 millions de doses de 2 de ces vaccins d'ici avril pour une utilisation possible qui serait en anneau autour d'un cas de grippe aviaire. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Qu'en est-il de l'Europe? L'Europe, l'EMA a développé des procédures, donc un fast track approval qui permettrait de valider un vaccin en 70 jours au lieu des 210 jours habituels, ce qui avait été utilisé pour la COVID-19, avec 2 possibilités, et en particulier la possibilité de modifier rapidement un vaccin saisonnier anti-influenza en switchant les souches virales impliquées dans ces vaccins, mais qui ne pourraient être considérées que dans des conditions particulières suggérant un démarrage épidémique. Et puis l'EMA a validé un vaccin, notamment un vaccin H5N1 qui protégerait contre H5N1, qui est basé sur la souche H5N8 dont je vais vous parler prochainement et qui est développé par la firme Seqirus. Et donc, il y a un stock européen de ce vaccin Seqirus et j'en reparlerai tout à l'heure. Diapositive suivante. Qu'en est-il de la réactivité croisée potentielle entre ce vaccin basé sur la souche H5N8 Astrakhan et le clade H5N1 bovin 2344B qui circule actuellement? Il y a plusieurs données, notamment précliniques et des données cliniques, qui montrent qu'effectivement, il y a une cross-réactivité. Donc, tout d'abord, il existe une similitude importante entre l'hémagglutinine du clade 2344B et l'hémagglutinine du virus H5N8 Astrakhan qui avait été isolé en 2020 chez un fermier russe. Il n'y a que 4 acides aminés de différence. On sait qu'il existe une activité croisée dans les sérums de furets qui ont été immunisés par le virus H5N8 et qui permettent d'établir une réactivité croisée contre le virus H5N1. Et puis surtout, l'évaluation d'un des premiers cas américains de grippe aviaire a montré qu'effectivement, il existe une réactivité croisée faible ou modérée, mais il existe une réactivité croisée entre le virus circulant actuellement chez l'homme aux États-Unis et le virus H5N8 qui avait été isolé en 2020 chez un fermier russe. Donc, diapositive suivante, ce virus H5N8, diapositive suivante, est considéré comme un virus candidat pour les vaccins. Voilà. Et il a été testé pour sa réactivité croisée dans des modèles différents. Donc, tout d'abord, les personnes qui avaient participé aux essais de vaccins pré-pandémiques au début des années 2000 et qui avaient été immunisées soit par le vaccin Sanofi, soit par le vaccin Seqirus de l'époque, qui était adjuvanté avec MF59, soit avec le vaccin GSK de l'époque adjuvanté ASO3. Les sérums de ces patients ont été testés contre le virus H5N8 Astrakhan et ont montré un niveau de cross-réactivité que vous voyez sur ces schémas, avec un niveau de réactivité croisée qui est faible pour le vaccin non adjuvanté Sanofi, mais qui est tout à fait satisfaisant pour le vaccin Seqirus du début des années 2000 ou le vaccin GSK du début des années 2000, tous deux étant adjuvantés. Diapositive suivante. Ce candidat vaccin est donc aujourd'hui utilisé pour développer différents vaccins nouveaux, développés soit dans le cadre du BARDA, soit par différentes firmes. Et ces vaccins sont adjuvantés soit avec MF59, soit avec ASO3. Donc, pour résumer,
On dispose de vaccins anciens du début des années 2000 qui donnent une réactivité croisée avec le virus H5N8 qui est très proche pour son hémagglutinine du H5N1 qui circule actuellement. Et on développe aujourd'hui de nouveaux vaccins adjuvantés, pandémiques, sur la base de ce vaccin H5N8 qui donne une réactivité croisée avec le virus circulant actuellement. Diapositive suivante. Qu'en est-il des autres stratégies vaccinales et en particulier stratégies à vaccin à ARN dont on sait l'intérêt en termes de rapidité de synthèse, en termes de flexibilité et sur l'indépendance de cette stratégie vaccinale pour sa production vis-à-vis des œufs embryonnés, puisque vous savez que jusqu'à maintenant, tous les autres vaccins grippe sont basés sur la production en embryonnés ou quasiment tous les autres. Donc, qu'en est-il des vaccins ARN messagers? Diapositive suivante. Diapositive. Donc, évidemment, Moderna est en tête et il y a déjà des résultats précliniques qui montrent que l'introduction soit de l'hémagglutinine seule, soit de l'hémagglutinine plus de la neuraminidase dans ce vaccin donne des résultats à peu près identiques en termes d'immunogénicité et en termes de protection dans ce modèle animal. Mais, étant donné la similitude de résultats obtenus soit avec l'hémagglutinine seule, soit avec l'hémagglutinine plus la neuraminidase, ce travail conclut au fait qu'il pourrait être suffisant d'inclure seulement l'hémagglutinine dans les premières versions, les premières générations de vaccins mRNA anti-H5N1 à accélérer la production et la capacité à développer des campagnes de vaccination de masse si cela était nécessaire. Donc, une stratégie qui serait basée essentiellement sur l'utilisation de l'hémagglutinine plutôt que de la combinaison hémagglutinine-neuraminidase. Diapositive suivante. Il n'y a pas que Moderna qui développe des stratégies de vaccins à ARN messager, il y a également la firme GSK, il y a également le consortium de l'OMS, et puis il n'y a pas que des mRNA qui soient statiques, comme ceux que l'on a connus pour le Covid, il y a également le développement actuel d'ARN messager autoréplicatif qui viennent d'être testés dans un modèle de souris et qui montrent qu'il est possible de protéger, je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'il est possible de protéger de façon efficace contre H5N1 à condition surtout que l'on soit capable d'utiliser dans la construction vaccinale le clade 2.3.4.4b qui serait plus efficace que le clade historique de type clade 1. Sur la diapositive suivante. Voilà. Donc, des vaccins qui sont en cours de développement, des vaccins qui sont déjà utilisables. Et qu'en est-il des stratégies vaccinales? Alors, de façon très intéressante, l'EFSA et le CDC viennent de publier une Scientific Opinion qui a été publiée en décembre 2024 et qui définit ce que pourraient être des populations cibles de ces vaccinations, qui seraient bien évidemment a priori surtout des populations exposées. Ce papier avertit sur le fait qu'il n'y a encore aucune évidence d'efficacité et de protection, que ce soit contre l'infection sévère ou contre l'infection ou contre la transmission, qu'il n'y a pas assez d'évidence pour recommander une vaccination anti-influenza zoonotique dans tous les pays de l'Union européenne, mais que les mesures préventives doivent être adaptées à la situation épidémiologique. Ce qui est important et ce sur quoi je voulais insister, c'est que l'EFSA et le CDC reconnaissent que certains pays européens ont décidé de démarrer cette vaccination chez les populations exposées. Et bien évidemment, il y a une liberté de cette vaccination en fonction de la situation épidémiologique. Mais sur la dernière diapositive, donc diapositive suivante, s'il vous plaît.
Ce qui est important et ce que recommandent l'EFSA et le CDC, et nous venons d'en discuter à la réunion de la DGS, c'est que le déploiement de ce vaccin, s'il se faisait dans l'un ou l'autre des pays de l'Union européenne, et la même chose est valable bien sûr pour les États-Unis, nécessite que ce déploiement soit sorti à des mesures de recherche, à des mesures d'évaluation des risques bénéfiques de cette vaccination, à la surveillance, bien sûr, la sécurité de cette vaccination et bien évidemment, étant donné que l'on n'a pas d'informations sur l'efficacité de cette vaccination, eh bien, il est nécessaire que le déploiement soit assorti à des travaux de recherche, des études sérologiques qui évaluent l'immunité humorale et cellulaire, des études de cohorte et le monitoring continu de l'évolution virologique autour de cette vaccination. Enfin, et pour finir, évidemment, cette décision de déploiement devrait se faire en accord avec la législation européenne et avec la législation de chacun des pays. Donc la conclusion, c'est que il y a aujourd'hui une stratégie de vaccination contre la grippe saisonnière en période de circulation du virus pour les éleveurs et leur entourage. Il y a une préparation et certains vaccins anti-H5N1 sont déjà disponibles et utilisables, y compris en Europe. Mais le point très important, c'est que cette vaccination ne devra jamais être considérée comme étant le seul élément de prévention et doit être intégrée dans un ensemble de contre-mesures de prévention. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci Brigitte. Alors normalement, je pense que je ne sais pas si on va avoir du temps pour conclure, mais Ouais. et répondre aux questions. Je ne sais pas si Samy est connecté pour faire la conclusion peut-être du webinaire. Oui, je suis là. Merci à tous d'avoir tenu jusqu'à 14h26. On a fait des captures de toutes les questions. On mettra sur une foire aux questions pour essayer de répondre au maximum de ces interrogations-là. On a largement dépassé le temps. Les modérateurs, c'est un petit mot. Sinon, je renvoierai vers le DGS urgent, la classification de cas de Santé publique France, la fiche radar pour les soignants de première ligne qui est disponible sur le site de la Coreb et la fiche expert, bien sûr, pour tous nos infectiologues référents des ESR. Il sera à disposition. On a noté quelques points qui seront rediscutés entre experts pour apporter le maximum de réponses et de clarifications sur le sujet qui est très intéressant, qui a intéressé plus de 200 personnes. Et on est ravis d'avoir organisé avec vous ce webinaire très intéressant. Merci. Merci beaucoup.